qui est venu pour le séminaire de cette année. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Pourquoi? Parce que vous pouvez entendre, si vous avez un peu de l'oreille, qu'il s'agit de l'ordre. De l'ordre 2. De l'ordre du 2. À écrire avec un chiffre, à écrire DEX, à écrire avec un D apostrophe. Et toute la question, on pourrait dire, de la vie concernant ce qu'on peut appeler comme ça, même si c'est difficile de le préciser, la vie du langage, qui n'est pas ce qu'on appelle la vie. Hein? La vie du langage, c'est autre chose que la vie. Eh bien, toute la question de la vie du langage, et notre caractéristique, c'est d'être habité par le langage et d'essayer d'habiter le langage. C'est ça qui fait la différence entre l'être parlant que nous sommes et l'animal. C'est essentiellement ça. C'est pas le fait d'avoir une âme ou pas une âme, ça c'était des débats théologiques. Pourquoi pas, hein? Et c'est très important parce que nous sommes effectivement dans un temps où ceci est censuré. Voilà, je m'explique. C'est censuré, c'est-à-dire dès qu'on parle de l'être humain, on parle des émotions, des sentiments, du vécu, de tout ce qui finalement, ce que connaît certainement l'animal. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est le fait que nous ayons quelque chose, un certain savoir. On pourrait prendre l'image de savoir pelliculisé, une sorte de pellicule, qui s'appelle le savoir inconscient, et que ce savoir inconscient ne peut être abordé qu'à partir du langage. Ça, c'est vraiment le... On ne peut pas parler d'inconscient au sens de Freud, et notamment Freud, dont le dire a été passé par Lacan. Ça ne veut pas dire du tout que les psychanalystes habituellement prennent ça en compte, parce qu'il y a tout dans Freud pour en rester finalement une sorte de psychologie des profondeurs. Il y a tout, absolument. Pourquoi? Parce que Freud, tout simplement, il déchiffrait. Ah oui, quand on déchiffre, on lit des choses, et puis voilà, il faut bien déchiffrer. Si on ne déchiffre pas, on n'avance pas. Hein? Et il déchiffrait, et puis on peut comment dire, il défrichait. Évidemment, c'est pas que de déchiffrer, il défrichait aussi, surtout. Puis il était seul. Ça nous pose des questions, pourquoi ce savoir est apparu à un certain moment et pas à un autre. Alors les historiens ont beaucoup d'idées là-dessus, mais c'est pas ça. Les historiens, ça nous ramène toujours à la question du 2. Je vais essayer d'en dire un peu plus, j'ai déjà commencé à en dire un mot il y a 2 jours à Paris. La question du 2. Alors, la question du 3, puisque c'est ça, chiffre de l'amour, et oui, d'emblée, ça ne peut pas être l'amour tel qu'on l'appelle habituellement, c'est-à-dire le narcissisme. Hein, c'est pas je t'aime qui veut dire je m'aime, à travers toi. C'est-à-dire que nous avons été amenés, c'est pas sûr que l'animal domestique ne soit pas comme nous, parce qu'on l'a un peu contaminé avec cette affaire-là. Nous avons été amenés à percevoir le monde d'emblée comme étant à notre image. Ce n'est pas Dieu qui nous crée, comme il est dit, à son image. C'est nous qui créons le monde à notre image. C'est pour ça qu'on va dire que Dieu, évidemment, nous a créés à son image, évidemment, mais vous voyez bien que c'est une projection, c'est rien d'autre, hein, évidemment. Il n'y a rien de... Hein, et c'est pas du tout un crime de lèse-majesté de dire des choses pareilles, au contraire, ça permet de se repérer un petit peu mieux. Alors, donc, notre rapport, hein, l'Umwelt, le monde, au monde, dont les philosophes ne cessent de parler,
est toujours à notre image. Et quand il arrive dans cette image quelque chose d'un peu étrange, eh bien c'est l'angoisse. Voilà comment on est fait, on pourrait dire, d'une certaine façon. Et tant mieux s'il y a de l'angoisse, parce qu'au moins, on va peut-être pouvoir arriver à avancer un peu ailleurs. C'est ça l'idée de l'intérêt. Et l'angoisse est l'étrange, vous connaissez peut-être le texte de Freud, Inquiétante étrangeté, c'est là que c'est 1925, ça. 1925, Freud était déjà âgé, je veux dire, il a une longue expérience devant lui, c'est pas venu comme ça. Donc, la question du 3, elle apparaît lorsque nous rencontrons. Ça ne suffit pas de dire l'angoisse, mais l'angoisse n'est pas étrangère à ça. Pour autant qu'effectivement l'angoisse, bien sûr, c'est le fait qu'on perçoit quelque chose de cet étrange que Lacan appelait grand A, grand autre. Alors bien sûr, on va le personnifier, on va dire que c'est le père, c'est la mère, etc. On est déjà à côté dès qu'on personnifie. Le grand autre, c'est quelque chose qui touche la question du langage. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de personnifier, c'est-à-dire de comprendre, etc. On a toujours besoin de tout ramener à quoi? À ce qu'on appelle l'être. Et c'est terrible, parce qu'on est fait comme ça, c'est terrible de tout ramener toujours à l'être. Puisqu'on parlait de Dieu tout à l'heure, eh bien, il y en a un qu'on va mettre tout à fait au-dessus, l'être suprême. Et l'être suprême, c'est évidemment nous. C'est nous, bien sûr, qu'on a placé au-dessus. Pourquoi? Il en résulte que nous allons l'aimer, bien sûr, et qu'il va nous aimer. Vous voyez que tout ça, on est tous dans une position, finalement, du deux, d'un univers que Lacan a nommé imaginaire. C'est pas spécialement l'image, c'est plus compliqué la question de l'image, mais l'imaginaire. Et l'imaginaire est fait pour nous endormir. L'imaginaire est dort et il nous endort. En effet, et on est en permanence bercé là-dedans, tout ce qu'on va appeler la communication. Je vais très vite parce qu'il faudrait développer ça. Tout ça, la communication vise à ça. À endormir quelqu'un, c'est-à-dire finalement à hypnotiser d'une certaine façon, pour qu'il soit coopérant, obéissant, qu'il produise, etc. Ce qu'on essaie de dire, c'est que ça ne peut pas coller, ça ne va pas avec quelque chose de nous. On ne va pas dire le désir, c'est trop rapide. Il y a quelque chose en nous, du fait du langage, je reviens là-dessus, c'est très important. Du fait du langage, il y a quelque chose qui existe. Vous voyez que existe, ça nous arrache la dimension de l'être, et donc sister dans quelque chose, sister dans une position où alors là, va s'en donner à cœur joie la pensée, la cogitation. Et c'est parti. Tout le discours, alors on peut y aller, philosophique, religieux, et là-dedans, on va dire politique, enfin le discours philosophique et religieux en principe est un peu plus élevé que le discours politique, mais tout ça, c'est une façon de toujours revenir là-dessus, cogiter, c'est-à-dire qu'on se fait, c'est la dimension de la sphère, que les Grecs ont très bien défini il y a longtemps, et qu'ils ont développé, eux, sur le mode qu'on appelle le moré géométrico, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié au fait que dès que nous percevons quelque chose, nous le percevons un peu comme, et même essentiellement, comme étant sur un plan. Et c'est la dimension cartésienne. Même s'il y a 3 dimensions, en fait, il n'y en a pas 3. Il n'y a pas la profondeur. Puisque la dimension cartésienne, c'est le plan. Il ne peut pas y avoir de profondeur si vous avez un plan. C'est pas possible. Alors on va même faire avec les images virtuelles 4e, 5e dimension. Comme on les met sur un plan, de toute façon, c'est toujours du 2. La question du 3, elle est liée au langage. Alors je vais essayer d'en dire un petit peu quelque chose, déjà ce soir, parce que ça ne va pas de soi, évidemment. C'est pas donné à tout le monde de l'entendre, bien sûr. Parce que pour arriver à entendre, mais je prends ce mot entendre, parce que dans mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui s'entend. C'est pas quelque chose qui se comprend. Après coup, on pourra dire un peu quelque chose de ce qui s'est passé. Mais quand ça survient, c'est en dehors de la pensée.
La pensée en elle-même ne peut pas toucher à ça, parce que la pensée, elle est en permanence dans la... Elle se développe d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais on peut oser. Elle se développe pour en fait censurer ça. Vous voyez que je ne vais pas tout de suite dans la question de l'inconscient, parce que c'est trop rapide. Autrement dit, voilà, il y a la dimension consciente, puis il y a l'inconscient. Avec ça, on a tout défini, c'est-à-dire qu'on a pensé en deux, on a bien compris, on sait quoi on va, moyennant quoi on est à côté, puisque la question que j'essaie de remuer devant vous, c'est ceci. Dès que nous ne sommes pas dupes de quelque chose, eh bien, nous aidons. Il faut arriver à être dupe de quelque chose qui est, finalement, là, mais que nous sommes sourds et aveugles, c'est-à-dire nous ne pouvons ni l'entendre ni le voir. Et pourtant, il est présent. C'est cette dimension du 3, c'est quand même étonnant, c'est que cette dimension du 3, elle apparaît en mathématiques, dans la recherche mathématique, un peu avant la psychanalyse, pas beaucoup avant. Et c'est notamment Cantor qui va développer ces dimensions-là, renouvelant la recherche mathématique, moyennant quoi, bien sûr, il n'a pas été compris à ce moment-là, c'est toujours comme ça, et développant, par exemple, au niveau de l'ordre, c'est le nombre ordinal, 1, 2, 3, 4, et qu'il y a autre chose que le nombre ordinal, c'est le nombre cardinal. Le cardinal n'est pas du tout quelque chose qui se déploie sur le mode de l'ordre, c'est quelque chose qui désigne, d'une certaine façon, une qualité d'un ensemble. C'est l'apparition de la théorie des ensembles. Je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus par rapport à ça, parce que je n'ai pas du tout un esprit mathématique de mathématicien, encore que peut-être que si maintenant je faisais mes études, ça viendrait plus facilement, mais je n'ai pas les connaissances mathématiques. Et c'est Lacan qui fait souvent référence à ça, puisque Lacan, vous le savez peut-être, à partir d'un certain moment, travaillait régulièrement avec des mathématiciens. On parvient un peu à comprendre une certaine logique, qu'il va appeler la logique du réel, et qui est ce dont on essaie de parler, ce vers quoi on essaie de s'approcher, et qui est le quelque chose qui fait que c'est pas du tout en pensant qu'on avance, c'est en écrivant quelque chose. C'est en écrivant des formules mathématiques. Un syllogisme, ça apparaît très tôt chez Aristote, dans l'organon d'Aristote. Il est le premier, alors il y a beaucoup de choses, c'est comme dans tout ouvrage, il y a beaucoup de choses, ça part de la chose très simple, tout A égale B, alors, tout alpha égale bêta, tout bêta égale gamma, donc bêta égale gamma. Ça paraît bête, mais dès qu'on peut poser des choses comme ça, et vous voyez qu'il y a 3 termes, c'est ça la dimension du 3, il y a 3 termes, c'est pas alpha, bêta, gamma les 3 termes, c'est les 3 éléments de la disposition. Il y a 3 termes, alors ça veut dire qu'il y en a un qui est le début, il y en a un moyen, et il y en a un terminal. Et tout est articulé au moyen. C'est parce que tout bêta égale gamma, qu'on va pouvoir dire tout alpha égale gamma. Donc, toute la question, c'est la question du moyen. Et ce qui est étrange, c'est que c'est exactement comme ça qu'est foutue une phrase. Et la position de moyen dans une phrase, c'est le verbe. Il y a un sujet, un verbe, un complément. Et peut-être que l'ensemble du langage se réduit à ça. 3 éléments. Vous voyez, on n'est plus dans la psychologie, on n'est plus dans la compréhension, comme ça, on n'est plus dans l'explication. S'il y a eu ça, c'est parce que... Alors, on est fait comme ça, on a besoin de fonctionner comme ça. Ce qui est important, c'est quand quelqu'un parle, c'est ça. C'est pas de lui dire qu'il se trompe, surtout pas. Il faut le laisser parler et essayer de pouvoir entendre, un peu comme à l'opéra, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pas ce qui est raconté qui est important. En fait, lui, il le pense et c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Mais l'importance qui est en jeu, elle est dans le fait qu'il y a une certaine structuration, une certaine structure, et que quand cette structure-là du 3 apparaît, eh bien, ça peut entraîner quelque chose de
jamais vu et jamais entendu. Voilà la grande question. Et on peut dire que la découverte de la psychanalyse, à travers ce que Freud va appeler la sexualité, qui est beaucoup plus élaboré que ce qu'on appelle évidemment la sexualité, hein, c'est pas ce qu'on appelle actuellement la sexualité. Là, quand on va reprendre ça sur la question du sexué et du sexuel, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Ça, c'est Saint Paul qui dit ça, c'est très bien. On continue à le dire. Hein. Ah oui. Hein, alors ceux qui sont au milieu, ils n'ont pas intérêt, malgré tout ce qu'on raconte. Il faut absolument se ranger d'un côté ou de l'autre. Hein. Et voilà le 2, en exercice. Il y a le fait que dès qu'on est un être parlant, on est, si on ressort, si on sort de l'apparence physique, même d'une certaine sensibilité, c'est-à-dire si on regarde quoi? Le soma, les cellules. Quelle différence entre les cellules d'un homme et d'une femme? Aucune. Le germène, oui, le soma, il n'y a rien. Donc même au niveau scientifique, le plus élaboré, on voit bien qu'on ne peut pas comme ça aller d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'est d'ailleurs pour ça que, effectivement, c'est si compliqué entre l'homme et la femme. Hein, c'est pour ça, évidemment, que c'est si compliqué et qu'il se passe tellement de choses. Et qu'il a pu être dit que il peut y avoir un malentendu. Il peut y avoir que du malentendu. Toute la question, c'est comment le malentendu qui existe peut... Alors voilà, ça c'est un peu le miracle, évidemment. Mais c'est aussi un événement, c'est-à-dire quelque chose qui survient par hasard, au sens où c'est pas quelque chose qui se prépare. Tout à coup, il peut se passer entre un homme et une femme quelque chose de particulier. On appellera ça de l'amour. C'est pas l'amour au sens de... Alors dès que l'amour arrive, évidemment, arrive le Harpagon et sa cassette, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'autre dans la cassette, etc. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi, très bien. Mais là, on est à nouveau dans le 2. Hein? Alors, ce que j'essaie de dire, parce qu'il faut bien que je passe par le 2, d'une certaine façon, pour le transmettre, ce que j'essaie de dire, vous voyez, c'est que ce qui est notre singularité, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les symptômes, en général, on pourrait dire quels qu'ils soient, sont une façon, mais ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, sont une façon à la fois de se positionner face à ce qui échappe, à cette existence du savoir, d'une part, en le fixant, alors dans un sens, dans une signification, hein, qui fait que c'est ce que Freud découvre, lorsque la signification a pu être apportée, eh bien, le symptôme disparaît, mais ce qu'il va aussi découvrir, c'est que le symptôme va apparaître. C'est-à-dire que c'est en fait un effet d'hypnose, souvent, qui fonctionne pendant un certain temps. Hein. Et puis, la question, bien sûr, c'est de mettre en mouvement un processus psychique, on va dire inconscient, en sachant pas trop, on ne sait pas trop ce qu'on dit, un processus psychique qui vise à ce qu'à un moment ou à un autre, on vienne toucher ça. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est cette dimension du droit. Et ça se passe. Comment? Ça se passe dans le fait qu'à un moment, quelque chose s'écrit ou s'entend. C'est pour ça que les formations de l'inconscient, qu'il s'agisse de lapsus, qu'il s'agisse de rêve, visent essentiellement à ça. Le rêve, ce qui compte, c'est pas l'aspect divinatoire, l'aspect de devin. C'est pas du tout ça. Freud pose cette question-là, on pourrait dire à la fin de la science des rêves, en 1900. Mais la valeur du rêve pour l'avenir, bah oui, bien sûr.